15 destins, 15 instants où le temps s'est figé en direct. Ce ne sont pas de simples images, mais des moments où la télévision a cessé d'être un spectacle pour devenir témoin d'une réalité bouleversante. Ce que vous allez découvrir dépasse tout ce que vous croyez savoir sur le direct. Numéro 1. Ayrton Senna. Le 1er mai 1994, sur le circuit d'Imola en Italie, le Grand Prix de Saint-Marin battait son plein. Le soleil brillait sur la piste et des millions de téléspectateurs à travers le monde suivaient la course en direct, fascinés par le duel entre Ayrton Senna et Michael Schumacher. Au 13e tour, alors que la Williams bleue et blanche filait à pleine vitesse sur la ligne droite de Tamburello, quelque chose d'étrange s'est produit. La voiture a soudain quitté sa trajectoire et a heurté violemment le mur de béton. Pendant une fraction de seconde, personne ne comprenait ce qu'il voyait. Puis, un silence glaçant a envahi les cabines des commentateurs français. Les caméras continuaient de filmer. Les médecins, les commissaires, les pilotes, tout semblait figé dans un même instant suspendu. En France, les spectateurs retenaient leur souffle. Les commentateurs de TF1 parlaient d'une voix brisée, priant presque que ce ne soit qu'un accident sans gravité. Mais les minutes passaient et l'angoisse grandissait. Le visage immobile de Senna à l'écran devenait insoutenable à regarder. Les drapeaux jaunes flottaient sur le circuit et l'hélicoptère médical se préparait à décoller. Ce jour-là, la télévision a capté non pas une victoire, mais un moment où le sport a rencontré la réalité la plus dure. En direct, sans préparation, le monde a vu disparaître l'un des plus grands pilotes de tous les temps. Ayrton Senna n'était pas seulement un champion, il était une légende vivante. En France, son nom évoquait à la fois l'élégance, la rivalité avec Alain Prost et la recherche constante de la perfection. Quand la nouvelle officielle est tombée dans l'après-midi, la stupeur a laissé place au chagrin. Les journaux du lendemain ont titré d'une seule voix. Les fans ont déposé des fleurs devant les circuits, et même ceux qui ne suivaient pas la Formule 1 ont ressenti la perte d'un homme qui incarnait le courage. À la télévision française, les rediffusions de ces courses sont devenues des hommages silencieux. Dans les écoles de pilotage, son nom est devenu synonyme de passion et d'exigence. Le 1er mai 1994 restera à jamais gravé comme le jour où la vitesse s'est arrêtée. La mort d'Ayrton Senna, en direct, a transformé la sécurité des circuits et a changé pour toujours le regard que le public porte sur le sport automobile. Un instant de silence, une image figée et un héros devenu éternel. Si vous vous souvenez de ce jour, dites-nous ce que vous faisiez à ce moment-là. Numéro 2, Christa McAuliffe. Le 28 janvier 1986, le ciel de Floride était d'un bleu limpide. Sur la base de Cap Canaveral, des milliers de spectateurs levaient les yeux vers la navette Challenger prête à décoller. À travers les télévisions du monde entier, des millions d'enfants, d'enseignants et de familles suivaient ce moment historique. Pour la première fois, une institutrice devait voyager dans l'espace. Christa McAuliffe représentait l'espoir, l'éducation et la conquête pacifique du ciel. À 11h38, la fusée s'est élevée lentement au-dessus de la plateforme, traçant dans l'air un nuage blanc parfait. Les applaudissements, les cris de joie, les visages émerveillés, tout semblait annoncer un triomphe. Les caméras de la télévision française retransmettaient les images en direct, les journalistes saluaient la prouesse technologique américaine et l'audace d'une femme devenue symbole du savoir. 73 secondes plus tard, un éclair est apparu dans le ciel. Une étrange division du panache de fumée, une forme inhabituelle, puis le silence. Personne ne comprenait encore ce qui venait de se passer. Les commentateurs se sont tus. Le direct continuait, mais les visages des ingénieurs dans la salle de contrôle disaient tout. Les familles, assises sur les gradins, restaient figées. En France, les téléspectateurs ont vu ces images sans oser y croire. Les caméras filmaient encore le ciel, incapables de détourner le regard. La navette Challenger venait de se désintégrer, emportant à bord tout son équipage, dont Christa McAuliffe. Ce moment a bouleversé une génération entière. Dans les écoles françaises, les enseignants parlaient d'elle comme d'une héroïne moderne. Les journaux ont publié son sourire, sa robe bleue, son regard confiant lors des entraînements. Elle devait enseigner des leçons depuis l'espace, montrer aux enfants que les rêves peuvent devenir réalité. Ce rêve s'est arrêté sous les yeux du monde, transformant une mission scientifique en drame planétaire. Les jours suivants, la télévision française a diffusé des hommages sobres et dignes. Des spécialistes ont expliqué les causes techniques, mais la douleur restait humaine. Christa McAuliffe incarnait la curiosité et la foi en l'avenir.
Sa disparition en direct a rappelé que la science, aussi brillante soit-elle, ne protège pas toujours de l'imprévu. Le 28 janvier 1986, le monde entier a vu un rêve se briser dans le ciel bleu de Floride. Pourtant, dans la mémoire collective, Christa McAuliffe demeure celle qui a osé aller plus loin pour inspirer les enfants de la Terre. Numéro 3. Lee Harvey Oswald. Le 24 novembre 1963, à Dallas, la tension était à son comble. 2 jours plus tôt, le président John Fitzgerald Kennedy avait été assassiné. Le pays entier cherchait des réponses. L'homme arrêté pour le meurtre, Lee Harvey Oswald, devait être transféré du commissariat central vers la prison du comté. Les chaînes de télévision américaines diffusaient en direct l'événement. En France, les journaux suivaient heure par heure cette affaire hors du commun. Dans les sous-sols du poste de police, les caméras alignées attendaient la sortie d'Oswald. Des dizaines de journalistes se bousculaient, les projecteurs illuminaient chaque recoin. Les policiers formaient un couloir humain autour du prisonnier. Il portait un pull clair, un regard fatigué, la mâchoire serrée. Devant lui, un long trajet de quelques mètres jusqu'à une voiture noire. À 11h21, Oswald est apparu à l'écran. L'image était nette, la foule silencieuse. Soudain, un homme s'est avancé parmi les journalistes. Il portait un chapeau et un manteau sombre. Il a levé le bras. Une détonation a retenti, brève et violente. Les caméras ont tout capté. L'écran a vacillé, les policiers se sont jetés sur l'agresseur. Oswald s'est effondré, atteint au ventre. Les reporters présents ont crié, les techniciens ont continué à filmer par réflexe. En France, les images sont arrivées quelques heures plus tard sur les écrans de l'ORTF, choquant les téléspectateurs. C'était la première fois que le monde voyait, en direct, un homme perdre la vie devant les caméras. L'agresseur, identifié comme Jack Ruby, un propriétaire de club de Dallas, a été immédiatement arrêté. Les Américains, déjà bouleversés par la mort de leur président, ont assisté à un second drame, cette fois sous leurs yeux. Le visage d'Oswald, crispé de douleur, est resté gravé dans la mémoire collective. En France, les journaux du lendemain ont publié les photos extraites de la séquence. Le Monde, France Soir et Paris Match ont décrit un pays figé devant ses écrans. La télévision, encore jeune, venait de franchir un seuil qu'aucun réalisateur n'avait imaginé. Le direct avait montré l'inimaginable, sans filtre, sans montage, sans préparation. Le 24 novembre 1963 a marqué un tournant dans l'histoire des médias. Ce jour-là, la télévision a cessé d'être un simple témoin pour devenir un acteur involontaire du drame. Les téléspectateurs français ont compris que l'image pouvait capturer la vérité, mais aussi la douleur du monde réel. Numéro 4. Tommy Cooper. Le 15e avril 1984, à Londres, le célèbre humoriste et magicien se produisait en direct dans l'émission Live from Her Majesty's. La salle était comble, les rires fusaient, et des millions de téléspectateurs suivaient le spectacle depuis leur salon. En France, de nombreux amateurs de comédie britannique connaissaient déjà Tommy Cooper pour son humour absurde et son chapeau rouge toujours posé de travers. Ce soir-là, il semblait au sommet de sa forme, prêt à offrir une nouvelle soirée de fou rire. Sur scène, il venait d'entamer un numéro de magie, gesticulant avec sa maladresse légendaire, feignant de se tromper pour mieux surprendre le public. À 21h, alors qu'il tentait de tirer une cape sur ses épaules, il a vacillé. Le public a éclaté de rire, croyant à une nouvelle blague. Les caméras ont continué de filmer, persuadés que tout faisait partie du numéro. Mais Tommy Cooper ne s'est pas relevé. Ses partenaires de scène, d'abord amusés, ont vite compris que quelque chose n'allait pas. Le régisseur, dans la cabine de contrôle, a hésité quelques secondes avant de couper l'image. Sur l'écran, le rideau est resté ouvert, le magicien toujours allongé, les rires s'éteignant peu à peu. Le présentateur a pris la décision de passer un sketch enregistré pendant que les techniciens accouraient. Tout cela s'est déroulé sous les yeux du public présent et de millions de spectateurs. En France, les journaux du lendemain ont rapporté la nouvelle avec une profonde tristesse. Les émissions humoristiques lui ont rendu hommage, rappelant qu'il avait su faire rire sans jamais blesser, qu'il avait incarné l'esprit britannique dans sa forme la plus tendre. Son chapeau fait rouge est devenu un symbole, presque un monument à lui seul. Ce soir du 15e avril 1984 a marqué la télévision pour toujours. Voir un artiste quitter la scène au milieu d'un éclat de rire a bouleversé le monde du spectacle. Les collègues de Cooper ont raconté qu'il rêvait d'un départ sur scène, dans la lumière, au milieu du public. Le destin l'a exaucé,
d'une façon que personne n'aurait imaginée. En France, les téléspectateurs ont longtemps parlé de cet instant où le rire s'est arrêté, où la frontière entre la comédie et la réalité s'est effacée. Tommy Cooper est devenu une légende, un artiste dont le dernier acte, tragique et sincère, restera gravé dans la mémoire de la télévision. Numéro 5, Marco Simoncelli. Le 23 octobre 2011, sur le circuit de Sepang en Malaisie, la chaleur était étouffante. Le Grand Prix MotoGP venait de commencer sous un ciel clair et les tribunes vibraient au son des moteurs. En France, les fans de moto suivaient la course en direct sur leurs écrans, fascinés par le style audacieux du jeune Italien. Marco Simoncelli n'avait que 24 ans et représentait pour beaucoup le renouveau du sport. Son pilotage instinctif, son courage et sa chevelure indisciplinée en faisaient une figure aimée du public. Dès les premiers tours, la bataille pour les positions s'annonçait intense. Simoncelli se trouvait au cœur du peloton, cherchant à dépasser son compatriote Valentino Rossi. À la sortie d'un virage rapide, sa moto a légèrement dérapé, perdant l'adhérence sur quelques mètres. Les caméras ont tout filmé. Dans un mouvement brusque, la machine a traversé la trajectoire des autres coureurs. 2 motos ont heurté la sienne. L'impact a été visible, brutal, et l'écran s'est figé quelques secondes plus tard. Les commentateurs français se sont tus, conscients qu'il ne s'agissait plus d'une simple chute. Les drapeaux rouges ont été levés, les secours sont arrivés sur la piste. Le public, d'abord confus, a compris que quelque chose de grave venait de se produire. Les caméras se sont éloignées, mais le silence des tribunes disait tout. En France, les téléspectateurs, paralysés, attendaient des nouvelles. Le direct continuait, mais chaque image semblait plus lourde que la précédente. Les minutes se sont écoulées dans une tension irréelle. Puis, la nouvelle est tombée. Le jeune champion n'avait pas survécu. Les journalistes de France Télévisions ont annoncé la tragédie avec émotion, rendant hommage à sa passion et à son sourire. Dans les jours qui ont suivi, les circuits d'Europe ont observé 1 minute de silence. Les pilotes français ont dédié leur course à sa mémoire. Le 23 octobre 2011 a marqué la fin d'un talent hors du commun, mais aussi un tournant pour la sécurité en MotoGP. De nouvelles mesures ont été adoptées pour protéger les coureurs. En Italie, des milliers de personnes ont accompagné Marco Simoncelli dans un adieu national. En France, les amateurs de vitesse ont perdu l'un de leurs héros préférés. Sur les écrans, son dernier virage est resté comme un symbole, celui d'un homme qui n'a jamais cessé de vivre pour la course, jusqu'à la dernière seconde. Numéro 6, Christine Chubbuck. Le 15 juillet 1974, à Sarasota, en Floride, la matinée s'annonçait comme toutes les autres. Le plateau de la chaîne WXLT-TV se préparait pour son émission matinale Suncoast Digest. Les caméras étaient allumées, les techniciens prenaient place et les téléspectateurs s'installaient pour suivre les informations locales. Christine Chubbuck, journaliste et présentatrice de 29 ans, entrait en plateau avec son calme habituel. Elle était connue pour son professionnalisme et son ton posé. À 9h30, le générique de l'émission s'est lancé. Christine a commencé la lecture du journal du matin, les yeux fixés sur les feuilles posées devant elle. Sa voix était claire, rythmée, sans hésitation. Le direct se déroulait normalement. Les spectateurs en Floride, mais aussi les correspondants de plusieurs chaînes régionales, suivaient la diffusion. Soudain, après avoir lu une brève, elle a marqué une pause. Le plateau est resté silencieux. La caméra ne s'est pas éteinte. Ce qui a suivi a figé la régie. En quelques secondes, la situation a échappé à tout contrôle. Les techniciens ont coupé l'image, l'écran est passé au noir, et la publicité s'est enclenchée dans la précipitation. À travers les ondes, les téléspectateurs n'ont pas compris ce qu'ils venaient de voir. Sur le plateau, les équipes tentaient d'intervenir. Le direct avait cessé, mais le choc restait. L'incident a bouleversé le monde des médias américains. En France, la presse a rapporté l'histoire avec retenue. Les journaux ont évoqué la pression, la solitude et la difficulté du métier de journaliste télévisé. Christine Chubbuck est devenue, malgré elle, un symbole d'une époque où la télévision cherchait à attirer toujours plus de spectateurs, parfois au prix du drame. Dans les années suivantes, son histoire a été analysée dans les écoles de journalisme et les débats sur l'éthique médiatique. En France, plusieurs documentaires ont rappelé la nécessité de protéger les professionnels soumis au stress de l'information continue. Christine, passionnée par son métier, voulait simplement informer avec humanité, mais elle portait en elle un mal, être que personne n'avait su voir. Le 15 juillet 1974,
la télévision a franchi une frontière qu'elle n'avait jamais approchée. Ce matin-là, les téléspectateurs ont compris que le direct pouvait devenir un miroir de la fragilité humaine. L'histoire de Christine Chubbuck reste aujourd'hui une leçon silencieuse sur le poids des caméras et sur le prix de la solitude derrière le sourire d'une présentatrice. Si vous connaissiez déjà son histoire, dites-nous ce qui vous a le plus marqué. Numéro 7. Robert Bud Dwyer. Le 22 janvier 1987, la Pennsylvanie était plongée dans une tempête de neige. À Harrisburg, la capitale de l'État, une conférence de presse inhabituelle était prévue au siège du gouvernement. Les journalistes se préparaient à entendre le trésorier de l'État, Robert Bud Dwyer, qui faisait l'objet d'une enquête judiciaire. La salle était pleine, les caméras alignées, les micros installés et l'atmosphère tendue. En France, les journaux suivaient déjà cette affaire politique américaine qui avait pris une tournure dramatique. À 11h du matin, Dwyer est entré dans la pièce, vêtu d'un costume sombre et d'une cravate bleue. Il avait l'air calme, presque serein. Les reporters l'ont salué, pensant assister à une simple déclaration. La conférence a commencé, retransmise en direct par plusieurs chaînes locales. Dwyer a pris la parole d'une voix posée, remerciant les personnes présentes et rappelant qu'il se considérait innocent. Ses mots étaient clairs, mesurés, empreints d'émotion. Pendant plusieurs minutes, il a lu une déclaration préparée, évoquant sa carrière, sa famille et sa foi dans la justice. Le ton de son discours était empreint de tristesse, mais aussi de dignité. Les journalistes, captivés, prenaient des notes, sans imaginer que cette conférence allait entrer dans l'histoire de la télévision. Puis, à la fin de sa lecture, il a sorti une enveloppe, l'a remise à un collaborateur, avant de sortir un objet inattendu de sa mallette. Les reporters se sont figés. Les caméras tournaient encore. Le direct a pris une tournure que personne ne pouvait contrôler. La régie a immédiatement interrompu la diffusion. Les téléspectateurs n'ont vu qu'un écran figé avant que les programmes ne soient coupés. Sur place, la panique a gagné la salle. Les secours sont intervenus, mais il était trop tard. L'événement venait de se produire sous les yeux des journalistes et, en partie, du public américain. En France, la nouvelle a été rapportée avec prudence. Les journaux comme Le Monde et Libération ont décrit la scène comme un avertissement sur la pression psychologique que subissent certains responsables politiques. Le 22 janvier 1987 a marqué un tournant dans la façon dont les médias gèrent le direct. Cet incident a conduit de nombreuses chaînes à instaurer un léger décalage dans les retransmissions pour éviter toute diffusion non maîtrisée. Robert Bud Dwyer restera dans la mémoire collective comme un homme acculé par la justice, mais aussi comme un symbole tragique du pouvoir de la télévision. Ce jour-là, le direct a cessé d'être un simple outil d'information pour devenir le témoin impitoyable de la détresse humaine. Numéro 8. Allison Parker. Le 26 août 2015, à Monetta, une petite ville de Virginie, la journée commençait paisiblement. Sur les bords du lac Smith Mountain, l'équipe de la chaîne WDBJZ préparait une interview matinale en direct. Allison Parker, journaliste de 24 ans, se tenait face à la caméra avec son sourire habituel. À ses côtés, le caméraman Adam Ward réglait l'angle et la lumière. L'entretien portait sur le tourisme local, un sujet simple et léger destiné à accompagner le petit déjeuner des téléspectateurs. À 6h45, le générique s'est lancé. Allison a commencé son reportage, la voix claire et posée. L'image était stable, le son parfait. À l'écran, tout semblait normal. Les téléspectateurs de Virginie, mais aussi de plusieurs États voisins, suivaient l'émission comme chaque matin. Les employés du studio de Roanoke regardaient le direct depuis la régie, fiers du professionnalisme de leur jeune équipe. Soudain, un bruit parasite est apparu. L'image a tremblé. Le caméraman a fait un mouvement brusque. Les cris ont retenti. Puis le direct s'est interrompu brutalement. Sur les écrans, la diffusion est revenue au studio. La présentatrice, bouleversée, tentait de reprendre la parole, ignorant encore l'ampleur de ce qui venait de se passer. Dans les minutes suivantes, les réseaux d'information locaux ont commencé à rapporter qu'une attaque avait eu lieu pendant l'interview. La scène entière avait été diffusée en direct à la télévision. En France, la nouvelle a été relayée dans la matinée par les chaînes d'information en continu. Les téléspectateurs, stupéfaits, ont découvert qu'une journaliste et son caméraman avaient perdu la vie pendant leur travail. L'enquête a rapidement révélé que l'auteur des faits était un ancien employé de la chaîne. Ce détail a ajouté une dimension tragique supplémentaire à l'histoire. Dans les rédactions françaises,
De nombreux journalistes ont évoqué le courage d'Alison Parker, sa passion pour le journalisme local et son sourire contagieux. Des hommages ont été rendus sur plusieurs chaînes, rappelant la fragilité de ceux qui travaillent sur le terrain. Le 26 août 2015 a marqué la télévision mondiale d'une empreinte indélébile. Ce drame a provoqué une réflexion profonde sur la sécurité des journalistes en reportage et sur la responsabilité des médias à l'ère du direct permanent. En France, les écoles de journalisme ont cité son exemple pour rappeler que derrière chaque image diffusée, il y a des vies réelles, des visages et des rêves. Alison Parker restait dans la mémoire collective comme une jeune femme lumineuse, tombée au service de son métier et de l'information. Numéro 9. Adam Ward. Le 26 août 2015, la matinée s'annonçait lumineuse à Moneta, en Virginie. Le lac Smith Mountain reflétait les premiers rayons du soleil et la chaîne WDBJZ lançait son émission locale en direct. Derrière la caméra se trouvait Adam Ward, 27 ans, technicien expérimenté et passionné d'images. Son objectif était fixé sur sa collègue et amie Alison Parker, qui menait une interview sur le tourisme régional. Tout semblait tranquille, l'équipe souriait avant de commencer, comme à chaque reportage. À 6h45, le générique a résonné. L'image était nette, la lumière parfaite. Adam tenait sa caméra d'une main sûre, concentrée sur le cadrage. La scène montrait deux femmes discutant devant un décor paisible, symbole d'un matin ordinaire. Les téléspectateurs suivaient sans se douter que quelques secondes plus tard, le direct allait basculer. Soudain, des bruits étranges ont perturbé la transmission. L'image a vacillé, puis la caméra s'est brusquement déplacée. Ce que le public voyait n'avait plus rien de normal. Dans la régie, les collègues ont compris qu'il se passait quelque chose de grave. La diffusion s'est coupée, laissant place au studio, où la présentatrice, bouleversée, tentait de reprendre le fil de l'émission sans savoir ce qui venait de se produire. Sur le terrain, les secours ont été alertés immédiatement. Les témoins ont vu la panique, les techniciens courir vers la scène. Les minutes qui ont suivi ont semblé interminables. Les téléspectateurs, eux, étaient sous le choc. L'information s'est répandue en quelques instants sur les chaînes américaines, puis dans la presse internationale. En France, les journaux télévisés du soir ont ouvert avec ces images que personne n'oubliera. Adam Ward n'était plus qu'un caméraman. Il aimait raconter les histoires des autres, faire découvrir la vie locale à travers son objectif. Ses collègues disaient de lui qu'il savait transformer un simple plan en émotion. Le jour du drame, il devait épouser sa fiancée, productrice à la même chaîne, quelques semaines plus tard. Ce détail a bouleversé le public et renforcé le sentiment d'injustice. Le 26 août 2015 restera gravé comme l'un des jours les plus sombres de la télévision moderne. Le nom d'Adam Ward symbolise depuis la passion du métier et le courage silencieux de ceux qui se tiennent derrière la caméra, souvent oubliés, mais essentiels à chaque image que le monde regarde. Son dernier plan, filmé avec précision et dévouement, rappelle que l'amour du métier peut briller jusque dans les instants les plus imprévisibles. Numéro 10. Inejiro Asanuma. Le 12 octobre 1960, à Tokyo, la salle municipale de Hibiya accueillait un grand débat politique retransmis en direct à la télévision japonaise. Des centaines d'étudiants remplissaient les gradins, curieux d'entendre s'affronter les principaux dirigeants du pays. Parmi eux, le chef du Parti socialiste japonais, Inejiro Asanuma, un homme charismatique de 60 et un an, connu pour son éloquence et son engagement pacifiste. Ce jour-là, il devait débattre des réformes économiques et du traité de sécurité avec les États-Unis. Les caméras de la chaîne NHK étaient prêtes, le public enthousiaste, l'ambiance électrique. À 15h, le débat a commencé. Les orateurs se succédaient à la tribune, sous l'œil attentif des journalistes. Asanuma, vêtu d'un costume sombre, avançait avec assurance vers le micro. Sa voix résonnait dans la salle, forte et claire, portée par des années d'expérience politique. Il parlait avec passion de la souveraineté nationale et de la nécessité de préserver la paix dans le Pacifique. Les applaudissements éclataient par moments, la tension montait. À 15h15, un jeune homme vêtu d'un uniforme d'étudiant est monté sur scène. Les caméras continuaient de filmer, pensant à un simple manifestant. En une seconde, tout a basculé. Le geste a été rapide, incompréhensible. Le public a crié, les agents de sécurité ont couru, les techniciens ont coupé le direct. Sur les écrans, les téléspectateurs japonais ont vu la confusion. Les micros tombaient, les gens courirent dans tous les sens. Le signal a disparu, remplacé par une mire silencieuse. Dans les heures suivantes,
Les journaux japonais ont confirmé la tragédie. En France, les chaînes d'information ont relayé les images avec gravité. Le monde entier a découvert qu'un leader politique respecté venait de perdre la vie pendant un débat télévisé. Ce moment, filmé sous tous les angles, a marqué durablement la mémoire collective. Les photographies, diffusées ensuite dans les journaux, sont devenues un symbole de la violence politique au XXe siècle. Le 12 octobre 1960 a changé à jamais la télévision japonaise. Cet événement a conduit les médias du monde entier à repenser la sécurité sur les plateaux et la responsabilité du direct. En France, les observateurs ont salué le courage d'un homme resté fidèle à ses convictions jusqu'à la dernière seconde. Son nom, Inejiro Asanuma, demeure gravé dans l'histoire comme celui d'un orateur tombé au milieu des mots, dans un silence que la télévision n'a jamais pu effacer. Si vous avez déjà vu ces images d'archives, dites-nous ce que vous en avez ressenti. Numéro 12, Jodan Romero. Le 28 septembre 2012, à Phoenix, dans l'Arizona, le soleil tapait fort sur l'asphalte brûlant. Ce jour-là, plusieurs chaînes américaines suivaient en direct une poursuite policière spectaculaire. Les hélicoptères d'information tournaient au-dessus du désert, captant chaque virage, chaque manœuvre du véhicule en fuite. Des millions de téléspectateurs regardaient, fascinés, cette course retransmise sur Fox News et d'autres réseaux locaux. En France, les chaînes d'information comme BFM TV et iTélé diffusaient également les images en différé, soulignant l'incroyable tension du direct. La poursuite avait commencé plus tôt dans la matinée, après un vol de voiture signalé à la police. L'homme au volant, Jodan Romero, roulait à vive allure, semant la panique sur l'autoroute. Les journalistes commentaient la scène comme un film d'action, captivant les spectateurs par le suspense. Pendant près d'une heure, les hélicoptères suivaient la voiture à distance, filmant sa trajectoire à travers les routes désertiques de l'Arizona. À 13h45, le véhicule s'est arrêté brusquement sur une piste de terre. Les policiers encerclaient la zone, tandis que la caméra continuait de filmer. À ce moment précis, l'équipe technique de Fox News recevait toujours le signal en direct. Personne ne savait encore que la scène allait tourner au drame. L'homme est sorti du véhicule, visiblement désorienté. Les journalistes ont commencé à spéculer sur une possible reddition. L'instant d'après, un geste rapide a bouleversé le direct. Le réalisateur a crié d'interrompre la diffusion, mais l'image avait déjà été diffusée pendant plusieurs secondes avant que le signal ne soit coupé. Dans les studios, le silence a suivi. Le présentateur principal, choqué, a présenté ses excuses à l'antenne, rappelant que le direct ne laisse aucune marge d'erreur. En France, les rédactions ont relayé l'événement avec prudence, rappelant la responsabilité des chaînes d'information face à la diffusion d'images sensibles. Les spectateurs du monde entier ont pris conscience de la puissance et du danger de la télévision en direct. Le 28 septembre 2012, le direct a franchi une limite que personne n'avait prévue. Depuis cet incident, la plupart des chaînes américaines ont instauré un décalage de plusieurs secondes sur leur diffusion en temps réel. L'affaire Jodan Romero est devenue un cas d'école dans les universités de journalisme. Un rappel que la vitesse de l'information ne doit jamais dépasser le respect de la dignité humaine. Ce jour-là, la télévision a compris que le direct n'est pas seulement un spectacle, mais une immense responsabilité. Numéro 13, Michael Marin. Le 28 juin 2012, à Phoenix, en Arizona, la salle d'audience du tribunal était pleine à craquer. Les caméras de la chaîne locale KTVK diffusaient en direct le verdict d'un procès très suivi. Michael Marin, ancien homme d'affaires et pilote amateur, attendait la décision du jury. L'affaire avait passionné le public américain pendant des mois. L'accusé, vêtu d'un costume sombre, se tenait debout, les mains jointes, le regard fixe. L'atmosphère était tendue, mais la diffusion se voulait purement informative, un simple compte rendu judiciaire. À 11h45, le président du jury s'est levé. Le silence s'est installé dans la salle. La caméra, placée face à la tribune, filmait chaque détail. La lecture du verdict a commencé, claire et solennelle. Les téléspectateurs, à travers l'Arizona, suivaient le moment en direct. Lorsque le mot coupable a été prononcé, Michael Marin a légèrement hoché la tête. Sur le visage des journalistes présents, on lisait à la fois la curiosité et la retenue. Le direct se poursuivait sans incident apparent. Quelques secondes plus tard, Michael Marin a porté la main à sa bouche. Le geste était discret, presque imperceptible. Les caméras ont continué à filmer, pensant qu'il cherchait à cacher une émotion. Puis il s'est effondré lentement sur la table.
Les murmures ont envahi la salle. Les agents de sécurité et les médecins ont accouru. Le juge a ordonné d'évacuer le public. Les techniciens de la régie ont interrompu la diffusion. Ce qui venait de se produire dépassait l'imagination. Les autorités ont confirmé plus tard qu'il avait absorbé une substance toxique au moment du verdict. En France, les journaux comme Le Figaro et France Info ont relayé l'affaire avec stupéfaction. Le public découvrait qu'un procès ordinaire s'était transformé en drame en direct. Les images, enregistrées avant la coupure, ont été reprises par les chaînes du monde entier, soulevant de vives discussions sur les limites de la retransmission judiciaire. Le 28 juin 2012 a marqué un tournant dans la diffusion des procès à la télévision. Plusieurs États américains ont revu leurs protocoles de sécurité et leurs conditions de captation vidéo. En France, des juristes et journalistes ont évoqué la nécessité de concilier transparence et dignité humaine. L'histoire de Michael Marin reste l'un des exemples les plus marquants de la puissance du direct. Une simple caméra, un geste de trop, et un procès banal est devenu un moment gravé à jamais dans la mémoire télévisuelle. Numéro 14, Franco Scoglio. Le 3 octobre 2005, la soirée battait son plein sur la chaîne italienne Rai Sport. L'émission Calcio u Mercato réunissait plusieurs experts du football pour commenter les résultats du championnat. Parmi eux se trouvait Franco Scoglio, ancien entraîneur de l'équipe nationale de Tunisie et du club de Gênes. En France, son visage n'était pas inconnu. Les amateurs de football le connaissaient pour ses analyses passionnées et son franc-parler légendaire. Ce soir-là, il participait à un débat animé, comme à son habitude. Vers 20 et 1h30, le ton de la discussion s'est élevé. Le sujet du soir portait sur la performance de l'équipe de Gênes, un club cher à son cœur. Franco Scoglio, gesticulant avec énergie, défendait son point de vue face à un autre invité. Les caméras étaient braquées sur lui, le public riait de ses expressions colorées, et le direct se déroulait sans accroc. Les téléspectateurs italiens, et quelques francophones abonnés aux chaînes sportives européennes, suivaient avec plaisir le débat entre deux figures emblématiques du football. Soudain, au milieu d'une phrase, il s'est interrompu. Son visage a pâli, sa voix s'est brisée. Les animateurs, d'abord surpris, ont cru à une plaisanterie. Mais Franco Scoglio a vacillé, perdant l'équilibre sur son fauteuil. La caméra a hésité, filmant quelques secondes de confusion avant que le réalisateur ne coupe le direct. Le plateau s'est plongé dans un silence pesant. Les techniciens se sont précipités, les secours ont été appelés immédiatement. Quelques minutes plus tard, la diffusion est revenue avec une autre émission. En Italie, la nouvelle s'est propagée très vite. Franco Scoglio venait d'être victime d'un malaise en plein direct. Les tentatives de réanimation n'ont pas permis de le ramener. La télévision italienne, bouleversée, a interrompu ses programmes pour lui rendre hommage. En France, les médias sportifs ont salué la mémoire d'un passionné qui avait marqué le football méditerranéen de sa fougue et de sa sincérité. Le 3 octobre 2005 reste un souvenir amer pour tous ceux qui l'avaient vu ce soir-là. Un homme animé par la passion du sport, disparu au moment même où il en parlait avec le plus de conviction. Les supporters de Gênes l'ont surnommé depuis le professeur, celui qui vivait et respirait football jusqu'à son dernier mot. Son départ en direct, digne et inattendu, a rappelé à tous que même sous les projecteurs, la vie demeure fragile et précieuse. Numéro 15, Raphaël Graven. Le 10 janvier 2025, à Paris, la nuit tombait sur un hiver glacial. Sur les plateformes de diffusion en direct, des milliers d'internautes suivaient le flux de Raphaël Graven, plus connu sous le pseudonyme Jean Portmanov. Il était l'un des streamers les plus controversés de France, connu pour ses marathons d'émissions provocatrices et ses débats sans filtre. Ce soir-là, il diffusait depuis son appartement du 15e arrondissement, entouré de lumières clignotantes et d'un public virtuel impatient. Le compteur affichait déjà plus de 100 000 spectateurs connectés. À 20 et 1h, le live a commencé. Raphaël parlait d'une voix rapide, enchaînant les anecdotes et les plaisanteries. Les commentaires défilaient à toute vitesse sur l'écran. La tension montait à mesure que le ton devenait plus personnel. Les habitués savaient qu'il aimait tester les limites, mêlant humour, provocation et confession. Ce soir-là, pourtant, quelque chose semblait différent. Ses mots trahissaient une fatigue inhabituelle. Les modérateurs du chat tentaient de calmer les discussions, mais la foule numérique réagissait à chaque phrase, encourageant, critiquant, interpellant. Vers 22h, le ton du live a changé. Raphaël s'est lancé dans un long monologue sur la solitude et la pression de la notoriété. Les spectateurs, d'abord amusés, ont peu à peu compris que le ton n'était plus à la légèreté.
L'image montrait un visage tendu, le regard fixe. Les secondes paraissaient interminables. Puis le direct s'est brusquement interrompu. L'écran est devenu noir, les commentaires ont explosé en incompréhension et en inquiétude. Quelques heures plus tard, la presse française a confirmé la nouvelle. Le jeune homme avait été retrouvé sans vie dans son appartement. Le choc a été immense, en particulier parmi sa communauté, qui ne réalisait pas que derrière les écrans pouvait se cacher une telle détresse. Les chaînes d'information ont ouvert leurs journaux sur l'événement, dénonçant la pression psychologique qui pèse sur les créateurs de contenu. En France, comme ailleurs, le débat sur la santé mentale des influenceurs s'est ouvert avec une gravité nouvelle. Le 10 janvier 2025 a marqué la fin d'une ère et le début d'une prise de conscience. L'histoire de Raphaël Graven a rappelé que derrière les millions de vues se trouvent des êtres humains, fragiles et épuisés. Son dernier live, regardé par des milliers de personnes, a laissé un vide que la toile n'a jamais comblé. Merci d'avoir écouté jusqu'à la fin, prenez soin de vous et à très bientôt pour une nouvelle histoire. N'oubliez pas de vous abonner pour ne rien manquer.